Ok, toute l'organisation que j'ai mis en place a été super, mais c'est déjà trop tard, c'est déjà dépassé. Comment on passe le prochain step, jusqu'où je peux aller, comment je peux aller encore faire x2 maintenant ou plus 50%, etc. C'est tous ces challenges qui m'intéressent. C'est pas optimiser les EBITDA cette année pour améliorer ma valo. C'est pas un truc qui me branche plus que ça. Et je me suis toujours dit d'ailleurs, et mon associé Emilien aujourd'hui, on s'est toujours mis d'accord là-dessus. On a un peu la même vision et c'est un ancien sportif de haut niveau aussi, donc je pense que ça aide aussi pas mal. Notre truc, c'est justement ce challenge de la croissance et cette adrénaline de la croissance. On arrêtera, souvent on nous dit mais voilà, pourquoi vous revendez pas, vous arrêtez pas, ou c'est quoi le chiffre, à partir de quand vous arrêtez? On s'est toujours dit, on s'est jamais donné un chiffre, on s'est toujours dit on arrêtera le jour où il n'y a plus de projet. Le jour où on sait que on ne peut plus faire plus que 5% de croissance par an, où il faut juste gérer la boîte, c'est pas nous quoi, ce sera pas nous. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Et quand on pense que cette success story est née par un pompon de bonnet dans l'épisode du jour, nous avons la chance de partir à la rencontre d'une pépite française, je pourrais même dire d'une fusée tellement sa croissance est vertigineuse. 2 chiffres pour la comprendre, 8 ans et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. En effet, j'ai le grand plaisir de recevoir Bastien Valenti, le fondateur de Cabaya, qui se fait également appeler sur LinkedIn le roi du pompon. Et vous allez comprendre pourquoi. Cabaya, vous devez très certainement connaître, mais plus probablement pour ses sacs à dos. Partie du bonnet, la marque s'est largement diversifiée avec Bastien. Nous n'allons pas changer une formule qui fonctionne dans un premier temps. Nous allons parler du marché ou des marchés peut-être en ce qui le concerne. Bref, nous chercherons à connaître son analyse de l'évolution de l'offre et de la demande. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur de Cabaya, l'occasion de revenir sur son histoire, de comprendre comment Bastien gère cette croissance phénoménale. Il doit en effet exister de bien nombreuses contraintes côté opération. Nous terminerons par le sujet de la relation client. Celui-ci est particulièrement fort pour Cabaya, vous allez le découvrir. Comment gère-t-on les sujets de la data, du CRM, de l'acquisition ou encore de la fidélisation? Mais avant de commencer, Bastien, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oui, merci de m'inviter. Bonjour à tous. Moi, c'est Bastien Valenti, fondateur de Cabaya, créé en 2015. J'ai un parcours assez atypique, comme on a grande école de commerce, cabinet de stratégie, expat aux US, etc. Non, effectivement, ça a été très différent de ça. J'ai un parcours où j'étais ancien joueur de tennis. Je voulais être joueur pro de tennis. J'ai fait sport-études quand j'étais ado. Et puis ensuite, quand j'ai vu Rafael Nadal arriver, je me suis dit que j'allais pas gagner Roland Garros, et comme toute ma vie était dédiée à juste gagner Roland Garros, j'ai essayé d'aller chercher un plan B, et mon plan B c'était monter ma boîte. C'était clairement pas Wimbledon le plan B. Non, c'était Roland Garros. C'était l'objectif de ma vie quand j'avais 15 ans, c'était Roland Garros ou rien. Et à côté de ça, j'avais cette fibre très commerciale depuis que je suis tout gosse. J'ai toujours vendu des trucs dans la rue, dans la cour, à mes voisins, à mes parents, à mes potes. Enfin, j'ai toujours eu cette fibre commerciale. Donc naturellement, mon plan B, c'était si jamais le tennis ça marche pas, et je monte une boîte
boîte, je ferai du commerce. Mon père entrepreneur était dans les bagnoles et mon grand-père était épicier, donc on a toujours il y a quand même un petit peu un ADN de commerce dans la famille. ADN de commerce, exactement. Donc à 18 ans, je voulais créer ma boîte, mais à l'inverse de beaucoup de gens qui montent leur boîte, qui passent beaucoup de temps à essayer de créer des plans très complexes, d'avoir des grandes stratégies long terme. Moi, j'en avais aucune. Je me disais juste, bon, voilà, j'ai 200 € de dispo. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je les transforme en 400? Et j'ai atterri. Mon père m'a jeté dans le sentier où, à l'époque, c'était la grande époque de la fringue. En quelle année? 2003. 2003-2004. J'ai 18 ans. Et du coup, je tombe dans une petite marque de fringues dans le sentier. J'achète un carton de t-shirt et je les revends sur eBay. À l'époque, c'est la grande époque d'eBay. eBay, c'est l'équivalent d'Amazon aujourd'hui. À l'époque, en 2003, eBay, c'était le mastodon. Et du coup, je revends ces 20 t-shirts en une semaine. Je suis tout seul dans ma chambre, j'ai 18 ans et je vends ces 20 t-shirts. Je gagne 200 balles de plus. Bon, super. Je trouvais ça facile et hyper excitant, hyper stimulant. Ouais. Et pour moi, c'était déjà pas mal d'argent. J'avais gagné 200 en une semaine. J'avais jamais gagné autant d'argent à cette époque-là. Donc, je retourne voir ce mec-là et puis je prends deux cartons, puis 3 cartons, puis 10, puis 20, etc. Ça veut dire t'as 18 ans, c'est ton job d'été ou t'abandonnes les études? C'est mon job d'été. Ouais, je vais passer le bac. Je crois que c'est juste avant le bac que je commence à monter ce petit truc. Je passe mon bac et puis du coup je me mets un peu là-dedans. Pas de quoi faire une grande carrière, mais à côté de ça, je fais un DUT en gestion d'entreprise. J'atterris là un petit peu par hasard où je me dis le sport c'est fini. Enfin, je serai pas pro, mais par contre c'est ma passion, donc je veux continuer. Je veux monter ma boîte à côté et puis s'il faut continuer un petit peu les études parce que la vie étudiante c'est quand même sympa. Et trouvant un truc. Et puis j'ai atterri au CFA Université et Sport qui existe toujours aujourd'hui, qui est un DUT en alternance et du coup je trouvais ça top parce que c'était alternance et spécial sportif de haut niveau. Donc t'as la moitié de la semaine t'es en entreprise. Donc moi l'entreprise c'était la mienne. Donc j'avais 2 jours par semaine et 3 jours par semaine je faisais mes colis, j'envoyais mes petits colis sur eBay, je faisais ma relation client, etc. La moitié de la semaine j'étais à l'école mais que le matin et l'après-midi j'avais une préparation physique et sportive. Donc c'était magique quoi. J'avais la vie étudiante, le sport et ma boîte en parallèle. Donc j'avais tout ce que je pouvais rêver de mieux. Donc c'était génial. Jusqu'à un an après, je commence à avoir la première salariée qui avait 45 ans, je crois. J'en avais 19. Et les bureaux, c'était au fond du jardin chez mes parents, quoi. On avait une petite cabane au fond du jardin et c'était l'entrepôt bureau. C'était la petite cabane au fond du jardin. Et je me rappelle, elle arrivait le matin, elle me préparait un peu tout l'admin, etc. Je passais un coup de fil le midi à la pause et puis le soir, j'allais décharger les colis à la poste. À l'époque, tu devais imprimer tes étiquettes à la main, tu faisais la queue à la poste et puis tu déposes tes colis. J'ai commencé à être connu par les postiers à l'époque, comme ça. Donc voilà, toujours eu ce background très entrepreneurial, sans avoir aucune idée de jusqu'où ça allait aller, comment j'allais évoluer. J'ai toujours été très pragmatique et je prends les choses comme elles viennent et dès que je vois un problème, j'essaye de le tacler et le passer au suivant. Et à l'époque, sans avoir une vision très 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 long terme. C'est monté jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Donc alors attends, pas en 6 mois quand même. Pas en 6 mois, non. Tu finis par être diplômé Oui, j'ai eu mon diplôme. Anecdotique, j'étais plus président du BDE que étudiant à l'époque. Je dis souvent, si j'avais pas eu ma boîte, je pense que j'aurais fait 10 ans d'études parce que la vie étudiante était quand même géniale. Par contre, j'apprenais pas grand chose tous les jours en cours. Enfin, on te demandait pas d'intervenir dans certains cas. Justement, c'était un peu l'inverse. Je passais mon temps en cours à essayer de contredire les profs et leur dire non mais ça c'est bien beau dans les livres, mais en vrai moi j'ai ma boîte. Puis à l'époque j'avais l'impression que j'avais une grosse boîte presque. Et je leur dis non mais quand on est entrepreneur ça se passe comme ci comme ça. Et puis les profs nous apprennent en cours des grandes stratégies de groupe du CAC 40, sauf que en général, quand on monte sa boîte, on commence de zéro et les strates sont pas du tout les mêmes. Donc moi, mon petit jeu et mon petit plaisir, c'était toujours de contredire un peu les profs et de ramener un peu les pieds sur terre à tout le monde. J'ai eu mon diplôme assez facilement et si j'avais pu continuer, je l'aurais fait parce que c'était une vie super. Donc tu as ton diplôme en quelle année ? 2007, je crois. Okay. 2007. Là, t'es quoi, 3 ans la boîte a 3 ans. On fait 1 million de chiffre d'affaires à l'époque, peut-être 1 million. Et toujours en allant te sourcer dans le sentier sur des t-shirts. Ouais, là, je suis toujours très très artisanal. J'ai une personne, donc j'ai une salariée, moi, et je fais les achats, la compta, les mises en ligne sur le site. Entre temps, du coup, je monte un petit site. Un site en 2005, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'est
le tout début de la DSL, donc charger une page, ça met un petit peu de temps. On n'est pas du tout sur les mêmes stratégies et problématiques qu'on connaît aujourd'hui dans le e-commerce. Mais voilà, on arrive à 1,5 million, je recrute 3-4 personnes en plus, je prends un entrepôt, je commence à me structurer un petit peu, ça monte à 3 millions à peu près, quelques années après. Donc ça met 7 ans en tout. Alors ça a mis 6 ans à passer à 3 millions à peu près. Par contre, ça a mis 6 mois à se casser la gueule très vite. Le pic, on est en quelle année là ? Le pic, il doit être 2011, quelque chose comme ça. En 2011, tu te sources où ? Tu vends toujours que des t-shirts et toujours que sur eBay ? Alors je vends basket, t-shirt, jeans, casquettes, tout ce qui se déstocke. Je suis déstockeur de grandes marques. Donc entre-temps, oui, effectivement, j'ai commencé dans le sentier. Puis entre-temps, je m'aperçois que le seul intérêt de consommer sur Internet à l'époque, parce que tu as encore énormément de freins à lever en tant que client, c'est pas sécure du tout. Tu as peur de te faire voler ta carte bleue tous les jours. Tu reçois le colis une fois sur deux. Quand tu le reçois, tu attends 10 jours. Les retours, c'est l'enfer. En plus, moi, je vends des jeans, donc les problèmes de taille, bon, c'est pas un produit qui est idéal pour le e-commerce. Donc, je me dis, le seul intérêt pour le client final d'acheter sur Internet plutôt que d'aller en bas de chez lui au magasin, c'est que ce soit moins cher. Sinon, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller au magasin au coin de la rue, à l'époque, en 2005. Et donc, du coup, je fais du déstockage. Je déstocke toutes les fins de série des grandes marques. Diesel, Levi's, Caporal. Là, tu vois directement avec elles pour les acheter. Ils ont des réseaux de grossistes, tu passes pas avec eux en direct. T'as un vente privée de l'époque qui s'appelle VP aujourd'hui, qui deal avec eux en direct parce qu'on parle de volumes colossaux. Tous les autres, ils ont un petit réseau de distribution parallèle où ils vendent à des grossistes qui ensuite revendent des stockeurs comme moi. Donc moi j'étais sur Internet, t'en as qui avaient des boutiques, etc. Et du coup je commence comme ça. Je vends sur Internet, ça monte à 3 millions. Et très rapidement, je m'aperçois que le business est presque un peu trop simple. En fait, j'ai pas mis de barrière à l'entrée à mon business. J'ai juste senti un truc un peu plus tôt que les autres. Et puis je m'y suis mis à fond peut-être un peu plus tôt que les autres. Mais j'ai pas de barrière à l'entrée. Donc en fait, c'est pas très compliqué de me copier à l'époque. Faut créer un site. Bon, en 2011, ça commence à être beaucoup plus simple à créer un site qu'en 2005. C'est moins impressionnant. Trouver les fournisseurs, tu les trouves sur Google. Ils sont dans le Sentier, à Aubervilliers. Donc bon, rien de compliqué. Pas de barrière à l'entrée. Tu peux commencer par acheter pour 1 000 euros, 10 000 euros, donc tu n'as pas de barrière à l'entrée en termes d'investissement. Et les stratégies e-commerce en coût d'acquisition, c'est pas très complexe. Tu achètes les mots-clés jean Diesel, jean Levi's, t-shirt, Caporal, chaussures Converse, etc. Le CPC était à 10 centimes à l'époque pour un panier moyen à 80. Bon, très rapidement, t'es rentable et c'est très facile, tu vois, d'acquérir du trafic et puis de pousser le curseur de l'acquisition jusqu'à ce qu'à un moment, ce soit plus rentable. Donc, comme ça se sait très vite que le e-commerce c'est pas si compliqué que ça et qu'à l'époque c'est un peu le nouvel Eldorado, tout le monde pense que le physique va disparaître, le e-commerce va être le roi et donc du coup, tous les petits commerçants du coin de la rue se mettent sur le e-commerce. De l'autre côté, tu as aussi des Amazon, des Sarenza, des Zalando, donc des gros mastodons qui arrivent aussi. Et moi, je suis un peu entre deux. Je suis le gros des petits commerçants, mais je suis minuscule par rapport aux mastodons qui arrivent. Et du coup, je sens que je vais me faire un peu bouffer par les deux bouts. Tout simplement parce que les coûts d'acquisition, du coup, explosent très rapidement, puisqu'on était peut-être 3-4 à faire ce job-là. Et puis d'un coup, on est 300 très rapidement. Donc on se bat sur les mêmes mots-clés, les jeans Diesel, les t-shirts Levi's, etc. Et là, c'est le principe de l'enchère. Principe de l'enchère, donc ton CPC qui était à 10 centimes, il passe à 1,20€. Et puis, ce qui est encore pire, c'est que ta marge brute chute, parce que comme c'est un business de déstock où le client n'est pas du tout attaché à, ça s'appelait Cmod à l'époque, mon site, pas du tout attaché à Cmod, mais attaché à un produit de marque moins cher, en fait, à l'époque, tu allais sur les comparateurs de prix, tu tapes jean Diesel, ta référence, et tu prends le moins cher, tous les jours. Donc tous les matins, moi j'arrivais et je regardais tous mes concurrents, qui est le moins cher, et si je voulais vendre ce produit aujourd'hui, il fallait que je sois 1€ en dessous. Donc tous les jours on se battait à être 1€ en dessous, 1€ en dessous, et puis très rapidement, au bout de 6 mois, tes prix c'est plus du tout les mêmes, tes marges c'est plus du tout les mêmes, et tes coûts d'acquisition en contrepartie c'est plus les mêmes du tout. Un effet ciseau assez désagréable et désastreux, très rapidement tu te retrouves à avoir mis 6 ans à monter une boîte et un business model que tu crois assez solide. En 6 mois, tout s'effondre, quoi. Ça va très vite puisque t'as pas de barrière à l'entrée et t'as un double effet qui se coule qui est baisse de la marge brute et augmentation des coûts d'acquisition. Donc en 6 mois, tu te retrouves un petit peu à poil. Et en plus de ça, juste avant que cet effet ciseau arrive, j'ai la bonne idée à l'époque. Je croyais être une bonne idée, c'est de me dire je suis en train de me faire manger par les deux bouts, donc comment je vais aller chercher les mastodons Zalando, Sarenza et compagnie.
Je vais pas les chercher par l'offre, puisqu'ils ont déjà des milliers, des centaines de milliers de références, donc j'aurai jamais plus de références qu'eux. Par contre, je vais essayer de me différencier par le service. Donc je vais essayer d'offrir un service client qui vont jamais aller faire, et donc je vais ouvrir du retail, je vais ouvrir une boutique physique qui va me permettre d'avoir 40 mètres carrés, pouvoir proposer des milliers de références, parce que je vais installer une borne tactile dans la boutique, et si le produit n'est pas disponible dans la boutique, tu le commandes sur la borne et t'es livré en 24 heures chez toi ou dans la boutique. Révolutionnaire, je me dis bon, avec ça c'est bon, je me sors de là, on va repartir, non seulement je vais sauver la boîte, et puis en plus je vais aller rattraper les Sarenza, Zalando et compagnie très rapidement, parce que j'ai inventé un modèle révolutionnaire. Et j'y connais rien en retail à l'époque, je connais pas du tout comment acheter une boutique, c'est quoi les KPIs, comment les chercher, etc. Donc je me fais avoir de A à Z et je me plante sur toute la ligne. C'est ce qui m'a beaucoup appris et ce qui m'a servi à aller beaucoup plus vite chez Cabaya, on le verra après. Mais du coup je me plante d'emplacement. Donc cette fameuse boutique, tout le monde disait dans le retail, le dit encore aujourd'hui, là, il y a 3 règles dans le retail, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Moi, je me disais, oui, c'est un truc de vieux con, ça. Moi, je suis le nouveau start-upper qui va réinventer les règles. Donc, l'emplacement, pas besoin. Je vais être beaucoup plus intelligent. Je vais me mettre à côté des bons emplacements. Comme ça, je vais payer des loyers beaucoup moins chers. Et les gens vont tourner parce que c'est moi et ils vont vouloir venir me voir. Tu serais un commerce de destination. Je serais un commerce de destination. Sauf que je l'étais pas du tout. Et moi, j'avais besoin de passage. Et puis, en plus, je me suis pas installé du tout dans le bon quartier. Si tu veux, moi, je faisais des gros placards, Caporal, Redskin, Levi's, des trucs très visibles qui se vendaient bien en France, mais à Paris c'est pas du tout, enfin c'est pas trop le style, et encore moins là où je m'installais. Je me suis installé dans le 15e arrondissement de Paris, qui est pas le quartier où la clientèle est la plus habituée à avoir des gros placards de marque sur leur t-shirt ou sur leur jean, et en plus je me mets sur un emplacement 1 bis qui n'est pas l'emplacement où il y a du flux. Donc bien évidemment ça marche pas du tout. J'essaye tout un tas de moyens marketing pour faire tourner les gens. Donc dans le 15e t'as une rue qui fonctionne, c'est la rue du commerce, t'as du flux, puis moi je me mets rue du théâtre, qui est vraiment c'est le cimetière du 15e, quoi. C'est tout au bout, pas très loin de l'église. Exactement, pas très loin de l'église, et du coup c'est d'autant plus frustrant que t'es à 50 mètres de la rue du commerce et tu vois ce flux rue du commerce qui passe tous les jours et personne ne tourne, mais vraiment personne. Tu te dis putain, je suis à 50 mètres, c'est incroyable. Donc c'est la meilleure leçon que j'ai eue sur ces 6 mois d'enfer. C'est ok, emplacement, j'ai compris ce que ça veut dire, j'ai compris pourquoi c'était si important, et surtout j'ai vérifié que c'était vraiment vrai. C'est pas un truc de vieux con qui apparaît. Du coup tu plantes ta boîte. Du coup, alors je plante pas ma boîte, j'arrive à la revendre. Donc là je connais un peu une descente aux enfers où j'ai mon e-commerce qui commence à plus être rentable, j'ai une boutique qui est un four parce que j'ai quand même un loyer, du personnel à payer, des charges, et le chiffre est catastrophique. Donc ça accélère encore un peu la chute, le retail. Par contre j'apprends énormément parce que je fais toutes les erreurs très vite. C'est ça le gros avantage que je ressors de cette leçon, c'est que toutes les erreurs, je faisais pas une erreur en réfléchissant, en me disant c'est pas dans mon caractère de me dire non mais ça va aller, ça arrivera, ça va revenir, j'attends, ça fait que 6 mois, dans 6 mois peut-être que la boutique va partir. Je sais pas réfléchir comme ça, j'ai jamais réfléchi comme ça. Donc en fait j'essayais un truc, ça marchait pas, au bout d'une semaine je réessayais autre chose. Donc ça accélérait la chute parce que tout ça me coûtait de l'argent. Par contre à chaque fois j'apprenais, donc j'ai passé un doctorat en 6 mois, quoi. Un doctorat en retail en 6 mois, parce que toutes les erreurs possibles à faire en retail, je les ai faites. Donc j'ai très vite vu ce qu'il faut faire, pas faire, et comme en plus tu les vis de l'intérieur, t'es d'autant plus marqué et t'apprends beaucoup plus vite que si t'as un prof qui t'explique que c'est pas bien de faire ça ou pas bon, parce que tu pourras toujours le challenger ou remettre en cause. Quand on se prend des claques, on comprend que ça fait mal. Quand tu prends une vraie claque, tu dis ok, j'ai compris, je vais plus aller dans cette direction, je vais tenter celle-là, t'en reprends une, et puis t'en reprends une, et puis à un moment, ok, c'est ce chemin-là, donc maintenant... Comment se conclut cette histoire de C-Mode ? Alors j'arrive à revendre cette fameuse boutique à la casse, je la vends 2 fois moins cher que je l'ai achetée, mais au moins je coupe la branche. T'avais acheté la boutique ? Alors j'avais pas acheté la boutique, mais j'avais acheté un droit au bail. Ouais. Ce qui est aujourd'hui, je ne ferai jamais ça, acheter un droit au bail sur un emplacement 1 bis avec un loyer qui était pas si peu cher que ça à l'époque en plus. Bon, je me fais avoir sur toute la ligne, tu vois. Donc tu revends, tu cèdes ton bail. Je revends 2 fois moins cher, j'arrive à éponger un peu les pertes, j'arrive à revendre le site sur un site qui s'appelait vendedesite.com à l'époque, donc qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. Je crois que je suis l'un des seuls sites qui a été vendu sur ce truc-là à l'époque.
je trouve un mec qui m'achète le stock, donc je revends le site. Concrètement, c'est le nom de domaine et la valeur de stock, quoi. Puisqu'en plus ça perdait de l'argent. Donc je m'en sors les fesses propres, flat. J'ai plus une thune et j'ai revendu tout ce que j'avais perso parce qu'entre temps j'avais connu des très belles années où tout se passait bien. J'avais 23-24 ans, j'étais la rockstar de mes copains. Et puis un an après, j'ai plus rien, plus d'appart, plus de bagnole, plus de permis, plus de boîte, plus de salariés. J'ai pas revendu, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Mais du coup, tu te retrouves, tu sais, c'est un peu la loi des séries et tu te retrouves à poil, plus rien, sur le canapé chez mes parents. Je retourne chez mes parents, retour à la case départ. Donc là, ça te met une vraie belle claque, mais surtout, ça te permet d'apprendre vraiment en accéléré et ce qui est marrant c'est que j'en garde pas du tout un mauvais souvenir de cette période. Qu'est-ce que tu as appris à titre perso de tout ça? Déjà j'ai appris que j'avais plus peur de perdre puisque j'ai tout perdu. J'ai une énorme force aujourd'hui, c'est que j'ai plus peur de perdre parce que j'ai déjà connu tout perdre, je l'ai déjà connu et ça m'a pas fait mal. C'est ce que j'allais dire, c'est cette période. Alors, de 6 mois, 1 an. Quand on a 23 ans et qu'on perd tout, ça fait moins mal que quand on a 50 et que tu perds tout. Je suis d'accord, mais même aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui j'ai 2 enfants, je vais me marier, du coup on me disait à l'époque mais c'est exactement ce qu'on me disait, mais là t'es tout seul, tu verras quand t'auras une famille, machin. En fait aujourd'hui je me dis si je perds tout, il faut un minimum vital pour nourrir et loger mes gosses, ok, mais ça aujourd'hui avec toute l'expérience que j'ai acquérie, je vais aller bosser chez des potes, je vais au pire, j'ai des potes qui ont des chaînes de resto, je vais bosser avec eux pour me refaire et puis j'arriverai à loger et nourrir mes gosses, tu vois, au pire du pire. Donc qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Pas grand chose, tu vois, comme je suis pas attaché au matériel. Bon, si j'ai pu, si ma maison est un peu moins sympa, si mes vacances sont beaucoup moins sympas, du moment que je nourris mes gosses, bon, j'ai pas de ça vraies dont, contraintes. En fait, je voulais parler en te demandant ce que tu avais appris à titre perso. Puisque finalement, tu as rencontré un succès très rapide, très jeune. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris de la relation aux autres, de la relation au matériel? Tu parlais de voiture. En fait, ça m'a permis très vite de savoir, de me détacher des choses matérielles. Et j'ai eu une énorme chance, c'est qu'en général, la plupart des gens courent toute leur vie après quelque chose qu'ils n'ont jamais eu et certains arrivent à l'avoir très tard. Et ils s'aperçoivent qu'au final, c'était pas finalement ça qui les faisait rêver. Tu vois, tu cours toute ta vie après la belle bagnole ou la super baraque ou les super vacances. Puis t'arrives à 50 ans, t'as bossé comme un chien et t'as réussi à te payer ça. Au final, c'est pas. Alors certains trouvent ça génial et s'y complaisent, et d'autres se disent, au final, j'aurais peut-être pas bossé comme un con pendant 20 ans si je savais que c'était juste pour avoir une bagnole plus puissante, et en fait, je peux pas rouler avec parce que je me fais flasher toutes les 5 minutes. Moi, j'ai eu la chance, c'est que comme tout le monde, à 18 ans, 20 ans, je rêvais de grande bagnole, super appart, super vacances, etc. Donc j'ai eu la chance de me le payer très vite parce que ça a marché très vite. Et très vite, je me suis aperçu que en fait, c'est pas ça qui me faisait vibrer. Et d'ailleurs, avec le recul, je m'aperçois que la période juste avant le crash, là, les 1 an et demi avant où là tout roulait, j'arrivais au bureau, donc j'allais à la salle de sport le matin, j'arrivais à 10h30 au bureau, je contrôlais que tout allait bien, à 17h j'avais fini et j'allais au golf à 17h. Et j'avais une super bagnole, etc. Et j'avais 24 ans, je gagnais très bien ma vie. Et j'étais pas heureux, tu vois, parce que j'avais pas, c'était très facile et j'étais pas challengé intellectuellement, c'était vide complet. Je faisais un peu toujours la même chose tous les jours, je contrôlais juste que tout se passe bien, mais j'avais pas trop de projets et j'avais pas l'impression que l'argent que je gagnais me servait à évoluer personnellement. Donc j'ai pas beaucoup appris. Et ensuite la descente aux enfers. En fait, c'était dur, mais d'un autre côté, hyper excitant, parce que là, je me retrouvais à avoir plein de projets sur bouge-toi le cul, maintenant t'as plus le choix, et il faut que tu rebosses beaucoup pour retrouver un chemin et retrouver une voie. Et ça m'a beaucoup plus plu les débuts, enfin cette descente aux enfers où j'apprends énormément et les tout débuts de Kabaya, où j'ai des perspectives de développement incroyables. Comment c'est perçu dans ton entourage à la fois est-ce que t'as perdu des potes? Alors c'est aussi le gros avantage, c'est que non, l'avancée mode, l'explosion c'est mode, la descente aux enfers et la remontée Kabaya folle, tout mon entourage est exactement le même. Entre mes 18 ans et aujourd'hui, j'ai pas un seul pote ou ami proche de plus ou de moins dans toutes ces périodes. Et du coup, ça m'a appris ça aussi, c'est qu'au final, j'ai aussi cette force de savoir sur qui je peux compter et comment m'entourer et savoir déterminer un peu mes vrais amis de relation. Tu vois, aujourd'hui, Kabaya explose, je rencontre plein de gens.
t'as beaucoup de gens à qui ça peut monter au cerveau et se dire maintenant j'ai 300 nouveaux amis. Non, j'ai aucun nouveau ami depuis le grand succès de Cabaya. Je connais beaucoup plus de monde, j'ai plein de relations, des gens que je peux appeler, sur qui je peux m'appuyer, mais j'ai pas de nouveaux amis, tu vois. Et ça, c'est un énorme atout, je pense aussi, et c'est ça qui me permet aussi de me conforter dans le fait que si je perds tout, eux seront toujours là, je vais perdre des relations, mais c'est pas très grave, mais par contre mon socle bougera pas. Donc c'est aussi une énorme force dans le développement. Tu te casses la gueule, comment tu rebondis ? Je me casse la gueule et à aucun moment je me dis je vais arrêter ou c'est trop dur, parce que justement quand je me casse la gueule, je me dis putain ça y est, je retrouve un peu ce truc que je perdais de putain, creuse-toi la tête tous les jours, toute la journée sur comment tu repars, tu vois. À aucun moment. C'est un peu l'esprit de sportif de niveau qui t'aide à réagir là-dedans. Ouais, bien sûr, ça m'a vachement aidé, parce que, et surtout au tennis où tu perds énormément, tu vois, même tu regardes des Nadal ou des Federer, ils disent la plupart du temps je perds dans ma vie, chaque semaine je gagne pas des tournois, ils sont en tournoi toutes les semaines. Même un Nadal ou un Federer, ils gagnaient pas toutes les semaines, donc la plupart des semaines dans l'année, je perds, quoi. Je finis ma semaine par une défaite. Donc t'apprends à perdre très souvent au tennis, et du coup ça te rend peut-être aussi pas mal humble, et puis ça te permet de toujours te remettre en question et te dire de toute façon je vais pas arrêter le tennis parce que j'ai perdu un match, mais comment je gagne le prochain. Là c'est un peu exactement la même chose. À aucun moment je me suis dit ok je vais arrêter parce que ça me plaît, enfin tu vois, je suis foncièrement fait pour ça et j'adore ça, mais j'ai aussi appris après quoi je courais, et je savais que c'était pas l'argent du coup, parce que j'avais eu la chance d'en avoir assez tôt, donc je me suis dit ok en fait je veux pas être le plus riche de la terre, c'est pas un truc qui m'intéresse ou qui m'excite particulièrement. Par contre ce qui m'excite c'est résoudre les problèmes du quotidien et me mettre des challenges, battre des records, battre des concurrents et aller le plus vite possible et créer une dynamique de croissance. Ce qui m'excite vraiment, c'est quand t'as un espèce de chaos un peu qui s'installe dans ta boîte, parce que ça va tellement vite que tout est remis en question perpétuellement, et du coup tu te reposes intellectuellement tous les 3 mois, 6 mois pour dire ok, toute l'organisation que j'ai mis en place a été super, mais c'est déjà trop tard, c'est déjà dépassé, comment on passe le prochain step, jusqu'où je peux aller, comment je peux aller encore faire x2 maintenant ou plus 50%, etc. C'est tous ces challenges qui m'intéressent, c'est pas optimiser les bidas cette année pour améliorer ma valo. C'est pas un truc qui me branche plus que ça, et je me suis toujours dit d'ailleurs, et mon associé Emilien aujourd'hui on s'est toujours mis d'accord là-dessus, on a un peu la même vision, et c'est un ancien sportif de haut niveau aussi, donc je pense que ça aide aussi pas mal. C'est notre truc, c'est justement ce challenge de la croissance et cette adrénaline de la croissance. On arrêtera, souvent on nous dit mais voilà, pourquoi vous revendez pas, vous arrêtez pas, ou c'est quoi le chiffre, à partir de quand vous arrêtez? C'est toujours dit, on s'est jamais donné un chiffre, on s'est toujours dit on arrêtera le jour où il n'y a plus de projet. Le jour où on sait que on ne peut plus faire plus que 5% de croissance par an, où il faut juste gérer la boîte, c'est pas nous, quoi. Ce sera pas nous, ça nous excitera pas. On va revenir dessus. Peu importe ce que ça nous rapporte ou l'intérêt que ça a. Nous, ce qui nous drive au quotidien, c'est comment tu vas chercher des grosses croissances que personne n'a réussi à faire jusque-là. Parce qu'au début, quand tu passes de 1 million à 2 millions, il y en a plein qui ont réussi à le faire. Non mais attends, comment tu fais déjà pour passer de 0 à 1 ? Ce que je veux te faire dire, c'est qu'après la fin de ces modes et le début de Cabaya, combien de temps il se passe ? Il se passe au moins 2 ans et demi, parce que t'as toute cette phase. En fait, à un moment, donc là, t'as cette phase un peu de descente aux enfers, et puis je réfléchis. Ça faisait un bout de temps que je voulais créer ma marque. J'avais envie d'avoir une vraie communauté, parce que je m'apercevais justement que j'avais pas mis de barrière à l'entrée à mon premier business. Et cette descente aux enfers qui te met une grosse claque, elle t'apprend un énorme truc, c'est si tu veux un business pérenne, mets une barrière à l'entrée. Parce que c'est bien beau de voir les choses un peu avant les gens, mais si tout le monde peut le faire, très rapidement tout le monde va le faire, et du coup tu vas mettre énormément d'énergie pour construire un modèle qui va s'effondrer très rapidement quand tout le monde voudra créer la même chose. Donc à chaque fois que tu crées un modèle, pose-toi la question de quelle est la barrière à l'entrée. Est-ce que mon voisin ou mon copain, il pourrait faire la même chose s'il avait envie de le faire? Donc du coup j'avais vraiment cette obsession-là, et je me disais, si je crée ma propre marque, les gens pourront copier le produit. Par contre, la communauté sera pas copiée, sera pas égalée. Et mon modèle depuis le début, c'était Havaianas, les tongs Havaianas. Tu vois, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. C'est un groupe qui fait 1,4 milliard de chiffre d'affaires avec des tongs à 25 €. Produit très simple, très coloré, dupliqué dans le monde entier très rapidement, accessible à tout le monde. Très mass market mais désirable, donc tout le monde a une Havaianas, c'est très accessible à tout le monde, mais c'est un produit désirable, c'est pas cheap. Ils sont copiés des milliers de fois, des tongs noirs avec un drapeau brésilien, c'est pas très compliqué à copier, et il y a plein de marques qui le font et 2 fois moins cher. Pourtant,
continuer à avoir de la croissance parce que la marque est désirable. Et du coup, c'est exactement cette barrière-là que je me suis mis en tête au début, c'est je veux créer une marque sur lequel j'aurai un produit qui sera facilement copiable parce que je vais pas déposer un brevet sur un produit, je vais pas créer une fusée. Donc s'il marche, oui, je vais me faire copier, mais c'est pas grave parce que je vais mettre tellement d'obsession dans le service client, dans l'avantage client sur mon produit et dans la communauté que les gens qui vont me copier ne copieront pas ça. Ils vont réussir à copier le produit, mais pas tout ce qu'il y a derrière. Et les gens n'achèteront pas le produit, ils achèteront justement tout ce qu'il y a derrière. Donc comment je crée ça ? Donc à partir de cette réflexion, je me dis ok, bon, c'est bien beau, mais quel produit j'attaque ? Et puis à un moment, donc ça met un peu de temps, c'est pas en une soirée où je me pose moi et moi-même, ok, qu'est-ce qu'on fait ? C'est tous les jours, t'y réfléchis. Et un jour, un déclic, je perds mon bonnet dans le métro, je cherche un autre bonnet, et là je me dis, mais du coup, chez qui je vais ? Tiens, le bonnet, chez qui je vais aller ? J'ai pas de réponse, tu vois, il y a pas de marque il y a pas de marque référence sur le bonnet. Tu vas chez ta marque chez qui tu as l'habitude de t'habiller et puis en général, il y a des bonnets. En hiver, tu vas aller chez Zara, chez soit Gap, voilà, tu vas chez du très mass market ou soit tu adores la marque Carhartt, Nike, Puma ou ce que tu veux et puis tu vas aller chez lui et tu vas dire je vais prendre le bonnet de chez lui parce que j'aime bien cette marque. Mais t'as pas une marque où tu dis le bonnet c'est lui, comme la tongue c'est Havaianas. Les baskets, c'est Nike, les jeans, c'est Levi's. Et ça, je l'ai appris, tu vois, dans cette fameuse boutique qui marchait pas. Quand les clients rentraient chez moi, ils me demandaient une marque, voire même une référence, tu vois. C'était je veux un 501. Je veux un 501 32-32. Ça fait 20 ans que je mets un 501, essaye pas de me vendre tes autres trucs. Je veux un 501. Et donc, du coup, si je crée une marque de jeans, je me disais, je peux être 2 fois moins cher, 2 fois meilleur que Levi's. De toute façon, ils le regarderont même pas. Ils veulent un Levi's 501. Donc, aucun intérêt de mettre des jeans, sauf si j'ai 20 millions d'euros à mettre en marketing au lancement et faire porter le jean à David Beckham ou je sais pas qui. C'est bien évidemment ce que j'avais pas. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un produit sur lequel j'ai une porte d'entrée. Et ce fameux bonnet qui me fait tilt en même temps d'une période où dans la boutique, je vends un peu de bonnets. Et je fais un peu le rapprochement et je me dis, tiens, mes clients, qu'est-ce qu'ils me demandent sur le bonnet ? Et il n'y avait aucune marque référence qui sortait. Ils me disaient, non, mais moi je veux juste un bonnet un peu sympa. Voilà, il fait froid dehors, j'ai besoin d'un bonnet. Fais-moi un bonnet. Et du coup, tout de suite, mon esprit très pragmatique se dit un bonnet, c'est pas très compliqué à fabriquer. Allez, pourquoi pas lancer une marque de bonnet ? J'ai peut-être un truc sur du bonnet. Et en plus, c'est un produit qui se rapproche. Alors, c'est pas du tout la même saisonnalité qu'Havaianas, mais dans l'état d'esprit, c'est exactement pareil qu'une tongue. Très mass market, très familial, homme, femme, enfant, coloré, duplicable dans le monde entier, assez facile en logistique, etc. Plein d'avantages que je trouve. Et du coup, je me dis, allez, go, on va essayer quelque chose sur le bonnet. Et je me mets en tête de créer une marque de bonnet. Donc, plusieurs mois se passent pour trouver un concept. Je me dis attention, quelle est la barrière à l'entrée ? Si je crée un bonnet, alors la mode c'est pas mon truc. Je suis pas passionné de mode et je suis pas meilleur que les autres pour dénicher les tendances. Et de toute façon, je veux pas une marque de mode parce que la mode par essence est cyclique. Et du coup, si je crée le bonnet à la mode, dans 3 ans il le sera plus. Et c'est pas du tout ce que je veux. Donc comment je crée un modèle vraiment intemporel qui passe les années et que mes petits enfants porteront. Donc plusieurs mois plus tard, se passe. Là, t'es ambitieux, là. Ouais, je suis depuis le début. Ouais, mais je crois. Enfin, aujourd'hui, tu vois, on commence à prendre. On se dit putain, mais en fait, ouais, la marque va être intemporelle et c'est pas du tout une marque de mode, c'est pas une tendance du moment, tu vois, Cabaya. C'est vraiment un produit intemporel. Et comme tu traites, on parlera du service client à la fin, mais la manière dont tu traites tes clients te permet de tenir vraiment longtemps. T'as vraiment ces marques one shot qui disent ouais, je suis à la mode. En fait, t'as pas un bon rapport qualité-prix, pas une bonne expérience, mais tout le monde l'a, donc je le mets. Sauf que dès que plus personne ne le voudra, ta marque part avec. Et t'as vraiment ces produits intemporels, tu vois, Levi's, c'est une machine d'exécution et de service client ou Nike ou toutes ces marques qui vont t'offrir de la réparation sur ton produit, de la personnalisation, etc. Et toute cette communauté qui fait que dans 20 ans tu voudras encore de Levi's parce qu'ils continuent à avoir ce souci du détail, ce souci du client, etc. Donc voilà un peu la réflexion. 6 mois plus tard, je sors dans ma tête du coup le concept du bar à bonnet. Donc je me dis putain top, on va faire un bonnet, tu choisis ton bonnet, tu choisis tes pompons, on va trouver un petit système de personnalisation, tu vas être servi dans un shaker. Et on aura un univers de bar. Comment tu fais pour trouver un fabricant de bonnets J'ai la chance de connaître plusieurs Polonais dans mon entourage et la force des Polonais c'est qu'ils disent toujours nous on sait tout faire, pas de problème, tu leur demandes ce que tu veux, c'est toujours pas de problème. Et du coup j'étais en voir un, j'ai dit tiens les bonnets, t'as pas une usine de bonnets? Pas de problème. On a été sur Google Pologne, usine de bonnets, on a trouvé 3, on a pris la bagnole, on est parti là-bas, on a tapé à la porte de 3 usines. T'étais avec qui? Moi et un des Polonais que je connais, qui nous faisait des travaux, que je connais depuis assez longtemps, et d'ailleurs avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui. Il m'amène là-bas parce qu'il parle assez mal anglais en plus là-bas, donc lui il parle polonais.
Et on trouve une usine familiale avec qui on bosse toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui croit au truc et qui me dit ah putain c'est pas con du tout. En fait ils adorent trouver t'avais des usines que je voyais où ils étaient très rationnels, ils disaient non il y a pas assez de pièces, ça va pas nous rapporter assez, etc. Donc non, dégage. Et puis t'en as une qui est toujours notre usine aujourd'hui, qui adoraient la nouveauté. Ça les excitait de travailler sur un truc qu'ils avaient jamais fait. Plus moi, ils me voyaient arriver, un gamin de 26 ans qui essayait de lancer un truc avec un Polonais en plus du pays, et du coup ça les faisait triper. Ils se disent ok allez on teste, et ils m'ont fait 500 bonnets. On trouve le système ensemble en plus, parce qu'à l'époque je dis je vais changer le pompon, mais moi j'y connais rien à la fabrication, j'ai aucune idée de comment on va changer un pompon sur un bonnet. Et du coup en discutant avec eux on trouve un système qui est pas bien compliqué, hein. C'est un clips comme un clips de sac à main, et puis on met l'autre clip sur le pompon, et puis on arrive à faire ce système. Et puis il me laisse partir avec 500 bonnets sous le bras, en me disant tu paieras plus tard. J'ai vraiment plus une thune, et du coup il me dit tu paieras plus tard. De toute façon là-bas le polonais, la Pologne marche beaucoup à la parole. Il n'y a pas de long contrat. De toute façon, si tu payes pas, on va venir te chercher. Donc de toute façon, tu payes toujours. Et je suis parti avec mes bonnets sous le bras, et l'aventure a commencé un peu comme ça. Mais là, tu t'es dit, j'ai mes bonnets, mais comment tu t'es dit quelle est la réflexion que tu mènes sur leur vente, leur distribution? Parce que tu as commencé à évoquer le bar à bonnets, le checker. Là, c'est un concept marketing qui est réfléchi. Ouais. Comment tu y as abouti? Alors c'était justement le gros sujet, c'est la distribution. Et j'avais une grande chance, encore une fois, c'est de m'être planté sur le retail, d'avoir un petit succès en e-commerce, et de connaître pas mal de distributeurs en wholesale. Wholesale, c'est revendeur indépendant, quoi. Et du coup, je me pose la question de la distribution. Ok, j'ai un concept auquel je crois énormément, je suis sûr que ça va être un super succès. Par contre, comment je le distribue? Le e-commerce, je vais avoir du mal à montrer le changement de pompon. J'ai des coûts d'acquisition qui vont augmenter. Là tu es en 2014-2015. Tout le monde se met que sur le e-commerce. C'est l'apparition des DNVB, les Digital Native Vertical Brand, qui te disent bon, le commerce physique va mourir, donc nous on met tout sur le digital. Grâce au digital, on divise nos marges brutes par 2, on réduit de 40% nos marges brutes, on s'adresse au direct en consommateur, et du coup on arrive à vendre un produit de super qualité moins cher. Moi je sais que ça c'est pas vrai, parce que j'ai connu le début du e-commerce, j'ai vu l'explosion des coûts d'acquisition, et j'avais en tête que le e-commerce était bien plus cher à opérer qu'une simple boutique ou un réseau de distribution chez des revendeurs. Tu as moins de marge brute au début en B2B, par contre tu as beaucoup moins de frais derrière, et à la fin ta bottom line elle est bien plus intéressante en EBITDA en B2B qu'en e-commerce. Ce que tu balances chez Facebook, grosso modo, moi ce que j'avais en tête, c'est ce que je balance chez Facebook, Google en acquisition, c'est beaucoup plus cher que si je voulais m'acheter une boutique sur les Champs-Élysées demain. Donc je savais que le e-commerce ne te mettait pas de barrière à l'entrée. J'avais cette obsession de quelle barrière je vais mettre. Le e-commerce est de plus en plus facile de créer un site, de plus en plus facile d'acquérir des clients, donc tes coûts d'acquisition explosent, donc je vais pas avoir cette barrière à l'entrée. À côté de ça, le retail, je venais de me prendre une énorme baffe où je me disais les beaux classiques 369 c'est fini. Par contre, tu as l'apparition du pop-up store à ce moment-là. Et du coup, je me dis, putain, c'est génial, je vais pouvoir faire du retail physique au milieu d'une allée d'un centre commercial. Tu as Unibail à l'époque qui cherche des petites marques pour dynamiser les flux dans les malls. Et je me dis, putain, c'est top parce que je vais avoir les avantages du retail à être sur le point de vente, voir mes clients, leur expliquer le système, le concept, etc. dans le flux, avec un super flux. Et j'ai pas les inconvénients d'être cloqué pendant 9 ans sur un gros bail avec un droit au bail, etc. Tu te mets, t'as un loyer pur pendant 3 mois, plus j'ai un produit très saisonnier. Donc en gros, je me dis, test and learn. Les loyers étaient pas chers à l'époque parce que ils voulaient attirer des marques qui faisaient du pop-up. Je me dis putain c'est parfait, je teste 3 mois, je vais à Vélizy 2 qui est un excellent centre commercial en Ile-de-France, je suis au milieu du flux, comme ça au moins j'ai ma réponse. Si au bout de 3 mois le concept marche pas, je passe à une autre idée, c'est que le bar à bonnet est une connerie, ça marchera pas. Et à côté de ça, j'ai quelques revendeurs B2B à qui je confie le bonnet, à qui je dis voilà je veux tester, je veux voir ce que ça donne dans ta boutique. Et je m'installe. Donc bar dit checker. Donc là, tu construis tout un univers de bar. Donc avec mes fameux potes polonais, justement, on construit tout un mobilier en bois autour de l'univers du bar. Le shaker, c'est un tube qu'on a appelé le shaker pour créer un peu cet univers et qui est un packaging cylindrique qui ressemble un peu à un shaker. Au début, je voulais faire un vrai shaker, mais après, t'as des contraintes de production qui fait que ton shaker coûterait beaucoup plus cher que le bonnet, donc pas trop d'intérêt. Donc je pars sur un tube cylindrique que j'appelle le shaker. Les bonnets ont des noms de cocktails, donc ton bonnet il s'appelle le Morito, le Caipirinha, le Sex on the Beach, etc. Et du coup tout ça crée
un concept un peu sympa auquel les gens vraiment adhèrent. Et surtout, très vite, je m'aperçois que je valide un peu l'idée que j'avais en tête, c'est que je veux pas créer un produit niche qui s'adresse aux femmes de 25 ans, aux ados de 15 ans, aux hommes de plus de 40 ans. Je veux vraiment un produit universel et très intemporel qui s'adresse à papa, maman, les 2 enfants. Donc vraiment, je veux une cible 5-80 ans. Et du coup, je m'installe au milieu du centre commercial. C'était un vendredi matin, je me rappelle, à 10h. À 10h10, Là, je j'ai 500 bonnets en stock. J'ai mes 500 bonnets sur mon point de vente. Je suis tout seul. Je suis au milieu de l'allée. J'ai pas dormi. J'ai monté le stand toute la nuit avec mon équipe. J'ai dormi 1 heure sur le parking dans le camion. Je m'installe et je suis parti pour 3 mois et demi ou 4 mois de vente tout seul sur mon pop-up, à parler toute la journée à des clients, à leur vendre des bonnets et à voir si mon idée, elle marche ou pas, quoi. Et à 10h on s'installe, 10h10 j'ai mon premier client et cliente, je me rappelle, c'était une femme, et elle a des étoiles dans les yeux, tu vois, elle m'achète le bonnet, c'est 35 €, et je sens qu'elle a pas juste, enfin t'achètes un bonnet, bon il fait froid dehors, ok, tu passes à autre chose. Et là je sens que tout l'univers, en plus à l'époque je veux créer une mécanique virale, donc je te prends en photo quand t'achètes mon bonnet, je te mets sur la page Facebook de la marque, et à la fin du mois celui qui a le plus de likes, je lui offre un bonnet. Donc moi ça me coûte un bonnet par mois, et ça crée une mécanique virale hyper impactante qui fait que tu as envie qu'on t'offre ton bonnet, donc tu vas en parler à tous tes potes. Ah, regarde ma photo, essaie de la liker, et tout le monde voit le gros logo sur ton front et se dit putain, mais c'est quoi cette marque? Et en plus, après, j'imprime des Polaroids et je les mets partout sur le bar, donc ça crée un univers un peu sympa sur le bar. Donc ce pop-up cartonne très vite. Tout de suite, je sens qu'il y a un gros engouement autour de la marque. Je suis tout seul au milieu d'une allée dans un gros flux, et surtout je m'aperçois que je vends à une femme de 45 ans, à une gamine de 12 ans, à un homme de 35, à une cible vraiment très large. Et surtout je m'aperçois que ils ont déjà une vraie affection pour la marque, alors qu'on peut pas parler de marque au bout de 10 jours, 15 jours, tu vois, la marque, à part mes potes et mes parents, personne ne la connaissait, la marque. Et pourtant, je sens déjà qu'ils aiment Kabaya, quoi. Ils aiment l'univers. Il y a un truc. Kabaya vient de naître. Ouais, Kabaya vient de naître. Kabaya vient de naître. Et là, je vais mettre une pause sur l'histoire pour la reprendre après. Merci pour tous ces éléments de contexte. Enfin, c'est passionnant. Je t'ai laissé parler parce que franchement, j'adore ton histoire. J'adore la façon avec laquelle les choses sont présentées. Je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur, comme je le disais en introduction, pour parler du marché, des marchés. Aujourd'hui, Kabaya, je le disais en introduction, c'est beaucoup plus que les bonnets. Il y a les sacs à dos, les sacs de voyage, d'ordinateur, voilà. Donc c'est une gamme de produits beaucoup plus large. Comment t'as une marque, mais vous adressez quelque part plusieurs marchés. Tu vends toujours des bonnets. Ouais. Mais la bagagerie, comment on appelle ça? C'est quoi le marché sur lequel t'es? Alors c'est très nouveau justement, et c'est hyper intéressant parce que c'est des grosses réflexions qu'on a depuis longtemps. Une de nos forces, c'est dès qu'on a une idée, on la teste, on la mesure, on la valide ou invalide, on passe à autre chose. Donc ça nous a permis d'aller très vite et d'avancer très vite. Le corollaire de ça, c'est que tu as tendance à t'éparpiller. Et en gros, quand on a commencé donc sur le bonnet, très vite, le bonnet marche très bien. Et au bout d'1 an, avec Emilien, mon associé, on se pose, on se dit, bon, au final, c'est quoi notre vraie valeur ajoutée? C'est pas de faire des bonnets plus jolis que les autres. En fait, on fait des bonnets de bonne qualité, etc. Mais encore une fois, cette obsession de la barrière à l'entrée, demain, une autre marque qui voit qu'on marche bien, ils vont faire des bonnets de qualité, il n'y a pas de problème. Nous, au final, pourquoi on a vendu autant de bonnets, pourquoi on vend plus de bonnets que le Zara en face duquel on est installé alors que personne ne nous connaît? C'est toute cette capacité à théâtraliser un produit et le distribuer à travers les 3 canaux. C'était vraiment notre force. On s'est dit, en fait, la valeur ajoutée de Kabaya, c'est pas de faire des bonnets, c'est de savoir prendre un produit très simple, très mass market. Attends, on va y aller. Mais globalement, t'es sur combien de marchés? Et ben justement, à l'époque, je suis sur le marché du bonnet, puis de l'accessoire, parce que je me dis, on va dupliquer un peu cette secret sauce de... je crée une ingéniosité sur un produit et je le distribue sur 3 canaux. Donc on se dit, on va faire tous les accessoires sans aucune limite. À l'époque, et il y a encore 1 an de ça, dans ma tête, je pensais que Kabaya pourrait demain faire des chaises de bureau, des tables, des accessoires téléphone, à partir du moment où ils étaient ingénieux et durables. Notre vraie valeur ajoutée, c'est je crée un produit du marché lambda, je m'aperçois qu'il n'est pas pratique pour le client, Kabaya va rajouter l'ingéniosité pour que l'expérience soit beaucoup plus folle,
et on va rajouter les opérations avec les 3 canaux de distrib. Il y a encore un an, on fait notre levée de fonds, d'ailleurs notre dernière levée de fonds, sur ce pitch en disant que Kabaya, c'est pas oui, on vend énormément de sacs aujourd'hui, mais en fait on est capable de faire beaucoup plus. Très vite, on s'aperçoit que c'est beaucoup trop nocif pour la marque. On s'aperçoit de 2 choses. Déjà, d'aller développer une montre, un pied de table, une chaise de bureau, etc. Si tu veux la réinventer, en fait c'est extrêmement long, complexe, et que tu as 90% de chances de te planter au début parce que c'est un marché que tu connais pas. Et deuxièmement, tu vas perdre très vite le consommateur, tu vas diluer le message de ta marque, et à ce moment-là, en fait, quelqu'un qui nous accompagne aujourd'hui, qui a un très gros niveau de marketing, nous fait prendre conscience de la place de notre marque dans le cerveau des clients. Nous, tu vois, on bosse 20 heures par jour sur Kabaya, tu réfléchis à Kabaya nuit et jour, donc c'est un peu toute ta vie presque. Donc tu as l'impression que c'est très important, mais pour ton client, Kabaya, c'est un micro... Si tu as la chance que Kabaya représente un micro pois chiche dans le cerveau de ton client, c'est que déjà tu es un mastodonte, tu es un Apple, Nike, etc. En fait, tes clients, le matin, ils réfléchissent à « Merde, il faut que j'aille réparer la bagnole, il faut que j'emmène les gosses, comment je les récupère ce soir, qu'est-ce qu'on va manger, etc. » C'est ça qu'ils ont dans la tête tous les jours. C'est pas qu'est-ce que Kabaya va m'offrir demain, quelle expérience de rêve ils vont m'offrir, ou c'est quoi le prochain produit Kabaya. Ça, ils y pensent pas du tout. Donc, si tu veux avoir une chance d'avoir une micro-place dans le cerveau de tes clients... T'as pas besoin d'un cadre du marketing pour le savoir. Ouais, mais ça te remet les choses. En fait, ça te permet juste de te faire redescendre un peu de 10 étages. Je veux dire, ouais, mais c'est vrai qu'en fait, si t'as pas un message très direct et pas diffus du tout, très clair, t'as aucune chance que le client se rappelle de toi dans les années futures. Et comme on veut pas une marque, on veut pas créer une tendance, mais on veut créer un produit vraiment intemporel, t'es obligé d'avoir un message très clair et très direct. Donc déjà, ça a moins d'1 an. On s'est dit, ok, bon, on arrête les accessoires, et d'ailleurs, même les bonnets et les chaussettes, on va les faire mourir progressivement. Tu vois, aujourd'hui, on fait encore des bonnets et les chaussettes parce que c'est l'histoire de la marque. Je simplifie. Aujourd'hui, globalement, c'est les sacs. Maroquinerie et bagagerie. Ok. Parlons de ce marché. Aujourd'hui, c'est quoi ce marché ? Alors ensuite, une fois que tu es sur le marché de la maroquinerie-bagagerie, nous on se disait, nos concurrents c'est Eastpak. Eastpak était, on vient de dépasser en chiffre d'affaires Eastpak en France, donc on est le plus gros vendeur de sacs à dos en France aujourd'hui. Mais en fait, on s'est aperçu que Eastpak n'était pas du tout nos concurrents, parce qu'en fait, Eastpak, leur cible, c'est 8-18 ans. C'est les cours d'école, passer les 18 ans, puis personne n'achète un Eastpak. Et nous, notre cible aujourd'hui, notre client type, elle a plutôt 35-40 ans. Donc c'est plutôt la mère de famille et la mère du gamin qui a un Eastpak, mais c'est pas du tout l'ado de 15 ans. Donc on s'est dit, en fait, c'est qui nos concurrents ? On nous challengeait pas mal là-dessus. Et donc, des marques de sacs, t'as Herschel, Sandquist, Fjällräven, Eastpak, enfin, t'en as plein. Mais en fait, on s'est aperçu très vite, en parlant avec nos revendeurs, on leur disait comment se comportent tes courbes sur tes autres marques de sacs. Et ils nous disaient, vous, c'est exceptionnel, vous faites plus 100% chez nous. Quand les autres, des Eastpak, Fjällräven, Herschel, etc., font 1, plus 4, plus 5, mais vous leur prenez pas trop de part de marché, en fait, parce que les clients qui viennent, et qui achètent un sac Kabaya, ils n'auraient pas acheté de Herschel, c'est vraiment pas la même cible. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on baisse énormément chez les sacs à main Lancel, Lancaster par exemple. Et on s'est aperçu que nos vrais concurrents, ceux à qui on prend des parts de marché aujourd'hui, c'est plus des marques comme Lancel ou Lancaster que des marques qui font pas de sac à dos, mais qui font plutôt des sacs à main, que des marques comme Herschel, Eastpak, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a résolu un usage au quotidien pour nos clientes. C'est quoi l'explication du succès de la marque ? C'est qu'au début, quand on a co-créé le produit, il faut rappeler que nous, nos produits, on les co-crée avec les clients. On leur demande, c'est quoi la problématique sur ton sac aujourd'hui ? Est-ce qu'on a vraiment une valeur ajoutée à créer un sac ? Oui, non, ok. Et qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ton sac ? Et en fait, à un moment, on s'est aperçu que les femmes nous disaient, la mobilité urbaine est en constante évolution. Je vais plus au boulot en voiture, mais en vélo, en trottinette ou en métro. Le sac à main, c'est pas pratique du tout. C'est joli, mais c'est pas pratique. Le sac à dos, c'est top, sauf qu'aujourd'hui, sur le marché, j'ai le choix entre un sac à dos très confortable, pratique, mais c'est un sac de sport ou de rando. Moi, je veux garder ma féminité, mon élégance, et je vais pas aller bosser à la banque, ou je suis maîtresse d'école, je vais pas aller bosser avec un sac de sport. Ou à côté de ça, j'ai des sacs à dos très jolis et très quali, mais par contre, c'est pas du tout pratique, organisé, etc. Et donc, du coup, ça me convient pas. Faites-nous un entre-deux et rajoutez la personnalisation à la Kabaya. Donc, c'est ça qu'on a résolu un peu comme problème chez nos clientes. Et du coup, elles se sont mis à arrêter d'acheter le sac à main classique pour tous les jours. Elles continuent à acheter un sac à main
plutôt pour se faire plaisir, pour sortir le soir ou en week-end, mais pour aller bosser au quotidien, elles ont switché d'usage du sac à main vers le sac à dos. Bon, c'est le cartable d'école pour c'est pour le adultes. cartable pour adultes, ouais. Ouais. Si tu veux, ouais. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je reviens sur ma question du marché, j'en démords pas. Ouais. Tu viens de finalement nous parler de la demande. Ouais. La demande qui est portée par les femmes. Ouais. C'est un produit féminin. Essentiellement. 70%, il y a des hommes qui le portent bien sûr, mais on s'aperçoit que tous les hommes qui le portent ont souvent, le produit a souvent été acheté par leur femme. Oui, c'est ça. C'est souvent la femme qui est prescriptrice et qui est tellement fan de la marque qu'il l'achète pour toute sa famille. L'offre, t'en as parlé un peu, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans un marché qui se transforme, qui est urbain. Oui. C'est ça? Ouais, c'est un marché qui se transforme, qui est urbain et avec des nouveaux usages. En fait, très clairement, même l'homme ou peu importe qui, le sac à dos, il y a encore 4 ans, 5 ans, t'allais pas bosser. C'était un accessoire d'école, quoi. C'était le collégien, le lycéen, ok, ou le sportif. Tu peux avoir un sac à dos pour aller faire du sport. Par contre, à aucun moment tu vas passer 22, 23 ans, grosso modo, à aucun moment tu vas bosser avec un sac à dos. Aujourd'hui, tout le monde va bosser avec un sac à dos et tu peux avoir un mec en costard cravate à la défense qui a un sac à dos, ça choque personne et c'est un usage classique. Donc déjà forcément l'usage a été complètement changé et révolutionné. On est arrivé pile à ce bon moment-là où on a créé un segment de marché qui n'existait pas vraiment entre le joli et le pratique. On a vraiment créé un segment de marché. Ouais. On n'est pas le nouveau Ispac ou Herschel ou etc. On a vraiment créé un segment de marché avec un usage entre le sac à main et le sac à dos. Donc c'est en grande partie ce qui explique aussi le succès de la marque. Donc ça c'est le marché. Bon, on va pas s'étendre des plombes sur le marché parce que il est nouveau, ouais, il est clair. Revenons sur l'histoire de Kabaya. Donc tu me l'as pitché. Finalement, c'est le sac maroquinerie. Ouais. Maroquinerie bagagerie. Ouais. Comment t'y arrives en fait? Parce que reprenons l'histoire des bonnets. Bon, ça fonctionne. Ouais. La marque s'installe. Ouais. Autour d'un produit qui se porte. C'est pas un vêtement, mais ça s'en approche. Comment s'écrit la suite? En fait, elle s'écrit tout simplement, encore une fois, on a essayé de reprendre c'était quoi notre barrière à l'entrée, notre ADN et notre spécificité par rapport aux autres marques. On avait toujours cette obsession on veut pas être là juste pour un an ou deux, être la marque à la mode, on veut vraiment être intemporel. Donc du coup, qu'est-ce qu'on amène aux gens et qu'est-ce qui fait que nos bonnets se vendent si bien? Et donc du coup, est-ce que c'est la qualité de nos bonnets? Bah non, on a des bonnets de bonne qualité, mais ça comme toutes les autres marques. Est-ce que c'est le concept du pompon? Est-ce qu'on change un énorme problème avec ton pompon qui change? En fait non, c'est hyper ludique et les gens adorent l'expérience, mais en soi, ton pompon, tu t'amuses pas à le changer tous les jours. Et du coup, on s'est aperçu que c'est juste tu résolvais un problème du cadeau de Noël avec le bonnet. Tu sais jamais quoi acheter quand tu arrives en famille à Noël. Bah là, le bonnet était parfaitement packagé et pricé pour que tu en achètes 5 pour aussi bien ton petit cousin, ta tante, ta nièce et ta sœur, etc. Et donc du coup, c'est ça qui a fait exploser le bonnet. Et du coup, on s'est dit, bah en fait, on va prendre des produits avec une ADN très mass market et coloré. On va apporter vraiment beaucoup de couleurs parce que ça fait partie de l'ADN de la marque. On va rajouter une ingéniosité. Donc, quel est le petit problème sur ce produit et qu'est-ce qu'on peut résoudre? Et on va le distribuer à travers les 3 canaux. Et on s'est mis à dupliquer les produits avec cette secret sauce. On a fait des chaussettes. C'est quoi le problème de la chaussette? On les perd tous en machine à laver. Bon, on va mettre une petite boutonnière sur le haut de la chaussette. Comme ça, avant de les mettre en machine, tu les accroches, tu les perds plus. On va raconter une histoire. On théâtralise la chaussette. Donc, c'est les inséparables. Donc, elles ont des prénoms de couple. Elles s'appellent Marc et Sophie, Jean et Jeanne, etc. Tu les perds plus. Sur le site, tu as l'histoire de la rencontre de Marc et Sophie, la chaussette Marc et Sophie, comment elles sont rencontrées, etc. Et du coup, ça crée une histoire. Et tu n'achètes plus une chaussette, tu achètes histoire, l'environnement. Et en plus, ça te sert au quotidien, quoi. T'as vraiment ce problème de putain, une fois par mois ou par semaine, j'ai une chaussette qui est toute seule, ça fait bouffer par la machine à laver. Bon bah là, j'ai une petite accroche, je les perds plus. On a tous notre lot de chaussettes orphelines. Ouais. Donc là, on règle ce problème-là. On n'est pas sur des problèmes sur des gros problèmes, on est d'accord. Mais c'est la différenciation qui fait que
t'arrives pas avec une énième marque de chaussettes avec des motifs un peu sympas. Ensuite, on fait une serviette de plage avec un petit zip dans la doublure pour plus perdre tes clés et ta carte bleue sur la plage. Donc encore une fois, ce côté un petit peu pratique et ingénieux avec un petit pochon pour la transporter. Et puis arrive le sac à dos. Ouais, en fait, les chaussettes, c'est le produit qui vient rajouter de l'ingéniosité. Le bonnet, il n'y en a pas. T'as une ingéniosité, tu peux les changer, mais en fait, le problème que tu règles, c'est pas le pompon à changer, c'est le cadeau de Noël. C'est le cadeau de Noël. Surtout ça. Les chaussettes, tu peux les clipser. Les serviettes de plage, t'as un petit zip à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment ce côté ingénieux et pratique qu'on développe au fur et à mesure chez Cabaya. Et du coup, on arrive au sac à dos, et là, on se dit, on commence à avoir une belle communauté. En fait, on commence à avoir une belle communauté, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils répondent, quand on leur pose une question sur un produit, sur autre, ils prennent du temps pour la marque. Donc vraiment, dès le début, il y a eu cet attachement pour la marque, où on sentait que nos clients étaient pas simplement des clients qui nous achetaient des produits, et là, c'était vraiment avec nous. Des clients français répartis de façon à peu près homogène sur le territoire, ou c'est plutôt urbain, ou est-ce que c'est plutôt... À l'époque, c'est 100% France, et c'est réparti de façon homogène sur le territoire. Okay. Et du coup, on prend l'habitude de leur poser des questions sur quelle amélioration vous verrez sur tel produit, pourquoi vous aimez autant Cabaya, quels sont les prochains produits, et du coup, on balance plein d'idées. Ça, c'est juste pour un marqueur de temps, on est 2019. Alors, on lance le sac 2019, donc ça, c'est 2018. Ouais, okay. Donc, la boîte a 3 ans, on fait 1,8 million de chiffre d'affaires, la 3e année. Et du coup, on a quelques milliers de clients. Voilà, on a une petite marque. Attends, je fais une parenthèse. Tu te sens comment, toi, après peut-être casser la gueule, de voir ça hyper excité parce que je vois qu'il y a un énorme boulevard devant nous et il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est les limites, et du coup tant que je vois pas de limite, je suis hyper à l'aise et hyper heureux. Dès qu'on commence à me mettre une limite, on me dit tu peux faire tout ce que tu veux, là t'as une barrière, elle est infranchissable, tu peux pas y aller, là j'y arrive pas, je supporte pas. Et donc du coup là c'est 1,8 million, c'est magique, puisque pour moi c'est premier jour de lancement de Cabaya, je me dis c'est une marque qui fera 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est sûr, c'est l'objectif, on fera 1 milliard. Si Havaianas fait 1 milliard de chiffre d'affaires, Cabaya fera 1 milliard, on est sur le même type de profil, le même type de cible, avec un panier en plus élevé aujourd'hui, donc l'objectif c'est ça. Et en plus, on veut le faire en 20 ans, parce que c'est le record, et c'est ce qu'a fait Nike, ils ont mis 20 ans pour faire 1 milliard. Donc on s'est mis ça en tête, et c'est ce genre de challenge qui nous excite au quotidien. Et je sais plus pourquoi, oui, tu me disais comment tu te sentais, du coup très bien, parce qu'il y a un boulevard devant nous, on est au tout début d'une micro-histoire, tu vois, on fait 1,8 million, et pour moi, je vois le milliard, donc pour moi, je sais que j'ai 20 ans de boulot devant moi, donc moi tout va bien, quand je sais que j'ai énormément de boulot les 10 prochaines années, tout va bien. Donc ça se passait très bien dans ma tête à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, je suis toujours aussi excité parce que je te pose la question après t'être cassé la gueule, d'avoir pris des baffes comme tu le dis, tu repars et ça marche. Ça marche, ouais. Voilà. Ça marche, donc tu te prends encore plus confiance en toi, quoi. Tu te dis ok, même si ça retombe, je remonterai, j'ai compris, je sais comment allumer l'étincelle au début. Là, il y a quand même un stress un peu en moins ou pas? Non, franchement, j'ai vraiment ce truc. Non, je suis vraiment très rarement stressé. La suite, en fait, c'est le lancement des sacs. Les sacs, vous comprenez qu'il y a un truc à faire comment? Alors, quand on voit les retours clients, en fait, on lance des typeforms sur des casquettes, sur des suites. À l'époque, on sait pas trop où on va. On sait qu'on sait bien faire des accessoires. On sait qu'on a une communauté qui nous adore, qui adore notre style très authentique, très différent. On sait qu'on est bon pour les opérations et pour exécuter la distribution sur les 3 canaux, retail, e-commerce, wholesale. Par contre, on ne sait pas vers quel produit on va aller. Et donc, du coup, mécaniquement, on demande à nos clients. On se dit, en fait, on a aussi ce truc en tête. On n'aura jamais la bonne réponse. C'est nos clients qui auront toujours le mot final et la bonne réponse. Donc, plutôt que d'essayer de deviner la bonne réponse, on va tout simplement leur demander, parce qu'à la fin, c'est eux qui auront raison. Donc, on va leur demander ce qu'ils veulent. Et puis, on va travailler à partir de là. Plutôt que d'imposer un nouveau produit en disant « Cabaya va aller là, est-ce que vous voulez acheter ?» On va leur demander vers où vous voulez que Cabaya aille. Et donc on tease sur pas mal de produits, arrive le sac à dos, ça fait partie un peu du territoire connexe aux accessoires,
Et là, on sent que l'engouement est très différent des casquettes, t-shirts, etc. On sent qu'il y a beaucoup plus de réponses, que les réponses sont beaucoup plus fournies. T'en as où ils te disent 3 mots, oui, pourquoi pas. Et puis là, les sacs, t'as un temps moyen de réponse de 14 minutes. Je me rappelle, on a plusieurs milliers de réponses. Je crois on a 9000 ou 10 000 clients qui répondent. À l'époque, la base client n'est pas énorme en plus, donc c'est énormément de clients, 10 000. Et qui passent en moyenne 14 minutes à répondre à un questionnaire d'une marque qui n'est pas à eux, dans lequel ils n'ont pas d'action, sur lequel il n'y a rien à gagner. À la fin, on ne promet pas un voyage gagnant ou quoi que ce soit. Donc, ils nous donnent 14 minutes de leur temps en moyenne pour nous aiguiller vers quel sac à dos faut faire. Donc, on se dit, putain, c'est assez énorme. Et surtout, 90% des réponses sont très similaires. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les femmes qui nous disaient, j'ai un vrai problème aujourd'hui, c'est que c'est vraiment pas pratique ce sac à main. Et sur le marché, je trouve rien qui me convient, quoi. Sortez-nous le produit qui nous convient. Et donc, du coup, on le dessine à partir de là. Et le premier jour du lancement, je me rappelle, on était en séminaire en plus au ski avec l'équipe. Enfin, on était 5 ou 6, je crois, à l'époque. Et on lance à 10h du matin. Et on avait commandé 5000 pièces. Donc, on s'est dit, bon, ça doit tenir pour toute la saison, pour 6 mois, 8 mois. Attends, comment tu les fais fabriquer, tu dis ? Ceux-là, on les fait en Asie. On les fait en Asie parce que toute la maroquinerie, avec le bon rapport qualité-prix qu'on veut avoir, t'as pas trop le choix en maroquinerie, c'est Asie. Les autres options, c'est Portugal ou Italie pour des produits beaucoup plus premium et avec des volumes beaucoup plus faibles. Tu peux pas faire des volumes qu'on fait aujourd'hui en Europe, c'est assez impossible. Donc on lance ce sac 2019 et là on s'aperçoit, donc on se dit 5000 pièces c'est bon pour 6 mois et en fait je crois que c'est tenu 48 heures à peu près. 48 heures tout est parti. Et avec un engouement de dingue autour du produit, et on s'attendait vraiment pas du tout à ça. Et c'est là où la mèche vraiment s'est allumée. Comment tu gères la logistique là-dessus là comment tu fais 5000 colis en fait, d'un coup tout pète. Mais en fait, c'est ce qu'on cherchait. Tu vois, tout le monde dit putain, t'as eu de la chance avec ce sac. Ouais, en fait, c'est surtout que depuis le début, on teste, et j'ai peut-être eu de la chance sur un produit, mais en fait, le nombre de portes qu'on s'est mangé avant de trouver un produit comme ça. C'est toujours la même chose, c'est tu tapes, tu te prends des portes, puis un jour tu as une porte qui s'ouvre et là tu rentres dans la porte et tu trébuches parce que c'est ouvert beaucoup trop gros et puis après tu trouves les solutions au fur et à mesure, mais là tu es vraiment dans une situation de chaos complet. Comment ça fonctionne la logistique à ce moment-là? C'est externalisé, ça a toujours été externalisé depuis le début. C'est aussi une erreur que j'avais fait je pense en e-commerçant, ma première boîte j'avais internalisé, j'avais un petit entrepôt, je gérais tout ça, et là sur la deuxième je m'étais dit non, je veux externaliser pour vraiment gérer, nous concentrer sur notre valeur ajoutée, et notre valeur ajoutée sera jamais d'expédier hyper vite ou mieux que les autres. Ce sera bien évidemment d'avoir la bonne proposition de valeur en logistique, mais ce sera pas comme Amazon d'expédier en moins de 2 heures, c'est pas notre métier, ou avant même de l'avoir commandé. C'est pas notre objectif. Donc nous on se concentre vraiment sur produits, distribution, clients. Et donc du coup quand tu vends à tes 5000, 6000 pièces en 48 heures au lieu de 6 mois, forcément on n'est pas structuré pour, mais ça nous excite d'autant plus. Moi j'adore cet univers un peu de chaos où ça y est, ça pète de partout et il faut commencer à structurer un peu les choses. Donc là ça pète sur quoi? Ça pète sur tout, ça pète au service client parce que d'un coup tu passes de 50 messages jour à 500, ça pète à la prod parce que d'un coup tu passes d'un réassort tous les 6 mois à un réassort toutes les semaines, ça pète en trésor parce qu'au lieu de faire une commande tous les 6 mois, là tu dois en faire toutes les semaines. Ça pète où est-ce que ça pétait encore, même en créa, en design, parce que du coup il faut aller beaucoup plus vite sur les évolutions. En fait on cherchait un truc depuis quelques années et d'un coup t'as une porte qui s'ouvre où tu dis putain ça y est c'est ça, et donc du coup on y va sur le sac. Et en plus, la première, on part sur une promesse de garantie à vie. Donc notre sac est garanti à vie. En fait, on est sûr de la qualité de notre sac. Et la première prod est catastrophique. Comme on n'y connaissait rien au sac, on part du principe que notre usine, elle sait faire. On lui donne le cahier des charges, elle livre les sacs. Et un sac qu'on pensait le plus résistant du marché, t'as 50% des gens en moins de 2 semaines après avoir reçu leur colis qui t'envoient une photo, la bretelle a pété, je l'ai porté 2 fois, c'est quoi ce bordel? Et en fait, on a tellement bien, je pense, géré cette phase-là, on disait mais aucun problème, on le récupère, on te donne un neuf, qu'ils ont été hyper étonnés sur le fait que cette garantie à vie était une vraie garantie. Tu as des garanties ou des assurances, t'en as plein, et quand t'as un problème, en général, ils sont jamais là. Et là, quand t'as un problème et que la marque qui t'avait promis quelque chose, le fait concrètement et de résoudre le problème en temps record et en plus avec le sourire de manière sympa, je pense qu'on a eu beaucoup plus de promoteurs à ce moment-là où on n'était pas bon sur le produit
parce qu'on a réussi à régler un problème qui était encore autre que le sac, qui était la relation client. Et je pense qu'on a vraiment gagné des points dans la relation client à ce moment-là où le produit était pas bon, mais par contre on s'est démerdé pour dire On c'est va pas de notre revenir faute. sur la relation client, mais pour continuer sur le développement, vous avez ces 5000 premiers sacs qui se vendent en 48 heures. Et la suite alors? Là on est en 2019. 2019, donc du coup là on lance des réassorts à tout va, on essaie de structurer pour voir la croissance, et à chaque fois on est bien loin d'imaginer les potentiels qu'on peut avoir sur ce produit-là. Parce qu'à l'époque on sait pas du tout qu'on a créé un nouveau segment de marché. À l'époque on se dit on a un sac à dos qui plaît, on sait pas trop pourquoi il plaît d'ailleurs. T'as des indices quand on même. a des indices, mais on n'a pas une fiche un portrait très précis de la cliente. Tu vois, au début on sait pas trop qui achète. Là d'ailleurs encore. tu découvres que c'est plutôt des clientes ou c'était déjà Là, le cas on avant? découvre que c'est plus des clientes, déjà. Parce que le problème était plus concentré sur les clientes. Parce que bonnet chaussette quelque part, Oui, c'était vraiment très unisexe. large, très unisexe. Là, le sac, en fait, avant, c'était peut-être même un produit un peu plus masculin, et en fait, on l'a rendu un peu plus féminin et désirable, et c'est là où il y avait personne, quoi. Et du coup, comment tu gères ça? Tu fais des rassorts, et à chaque fois, tu te dis, si on les a en 48 heures, la prochaine, on va pas faire 5000, mais 15 000. Puis en fait, tu t'aperçois que les 15 000, elles partent quasiment aussi vite, et que quand tu fais tes projections... Et l'usine, elle suit, il y a des... Voilà, ça suit pas, bien évidemment, ça suit pas, parce que t'avais pas prévu ça, donc tu leur avais dit, on va faire quelques centaines de pièces, milliers, puis la prochaine c'est dans 6 mois, donc ils sont structurés pour ça. Quand d'un coup tu te dis, non, en fait ça va être x10, puis en fait, même que le x10 est bien loin de la réalité, et que c'est plutôt x100, x500, à chaque fois, à chaque nouvelle prod, ils sont pas du tout structurés pour. Donc très vite on change d'usine aussi, parce qu'on s'aperçoit que celle-là est pas du tout assez qualifiée et compétente pour le produit qu'on veut faire. Donc tu rechanges d'usine, tu repars un peu à zéro, cahier des charges. Donc là, tu traites les problèmes les uns après les autres. T'as des ruptures de stock? Ah oui, tout le temps. On était en rupture permanente, t'avais jamais de produit de dispo. En fait, tu étais à cette époque-là, donc t'es en rupture tout de suite. Je disais, putain, c'est dingue, on peut plus faire de chiffres alors que les clients le veulent. Donc on le mettait en précommande, les clients l'achetaient et on disait livraison dans 1 mois ou dans 2 mois. Et en fait, quand la commande arrivait, tout était déjà prévendu. Et des fois, on avait même prévendu un peu trop, parce que techniquement, on n'était pas à l'aise avec les précommandes et on n'était pas préparé. Et souvent, on avait prévendu 5000 et il n'y avait que 4000 qui arrivaient. Donc il y avait des clients à qui il fallait dire ce sera plutôt dans la prochaine livraison. Attends encore 2 mois. T'es content pour ton BFR? Là, le BFR, là, c'est top, ouais. Là, c'était top. Sauf qu'au final, alors oui, t'es content, sauf que à chaque fois, les commandes étaient 4 fois, 5 fois plus grosses, quoi. Il fallait aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc très rapidement, ta précommande ne finançait pas ta commande suivante. Donc ça allait vraiment, vraiment vite. Et t'avais tous les problèmes de qualité à gérer parce que le produit n'était pas assez quali. Donc là, tu vas en Asie. Et d'ailleurs, c'est là où je rencontre l'usine avec qui on bosse aujourd'hui. C'est dans l'avion pour aller en Chine pour régler tous ces problèmes-là. Je suis assis à côté d'un mec et on parle d'un film que j'étais en train de regarder. Et à la fin, il me dit toi, tu fais quoi? Et je dis j'ai créé une marque d'accessoires. Et puis là, on se lance sur le sac à dos. Et puis j'y vais parce que ça part dans tous les sens et l'usine n'est pas quali. Je dis toi, tu fais quoi? Moi, j'ai des sacs à dos. Je suis importateur et j'ai une spécialité sur les sacs à dos. Je dis putain, c'est pas vrai. Et il me dit monte ton truc. Et je lui montre mon sac. Il me dit c'est normal, ça. Il montre les 4 points en fait qui merdent. Et moi, je connaissais rien au sac, j'apprenais. Du coup, je suis putain, attends, on va bosser ensemble. Et puis, du coup, on s'est retrouvés là-bas, on a commencé à bosser ensemble. Puis aujourd'hui, c'est notre principal fournisseur. Incroyable, donc c'est incroyable. C'est génial. Encore aujourd'hui, quand on la raconte, les gens ne croient pas. Tu vois, on est en 2019 toujours. 2019, alors on doit être 2020, tu vois, à peu près. 2020, là, le sac, ça marche, c'est en train d'exploser. Et là, le chiffre d'affaires, on doit suivre. Il là, explose. On passe de 3,6 millions à 7 millions. Là. 7 millions, et puis ensuite, de 7, on passe à 15, 30, 60 et 100. Donc là, tu fais x2 tous les ans. Donc là, tu vas ajouter... Donc là, notre sac, en fait, on passe de 5 couleurs à 10 couleurs, à 15, 30. Et puis en format, tu passes du modèle médium à un S, un L, un XL. Et puis tu vas faire un sac de voyage. Et puis un laptop case pour transporter ton PC. Et puis le sac pour le boulot. Et puis le mini sac. Et puis... La maroquinerie, c'est ça qui est top, c'est que tu as un territoire de jeu assez monstre. Et donc, du coup, très vite, entre la demande est largement supérieure à l'offre, le nombre de références est énorme et le nombre de gammes peut se développer très rapidement. Donc, tu multiplies la demande qui est hyper importante, le nombre de couleurs qui explose, le nombre de SKU et le nombre de références.
très rapidement, tu arrives à faire tes x2 assez facilement tous les ans, et on est en rupture de stock quasiment tout le temps. Donc là, t'es en x2, ça veut dire dans l'année prochaine, on est à 200 ? Non, là, on n'est plus sur ce rythme. Tu vois, là, on vient de passer de 60 à 100, donc on ralentit un peu, on fait 70%. 140, le prochain, 140, ouais, on va chercher 140, donc t'es quand même encore sur des gros niveaux de croissance vu la taille des chiffres. Avec un terrain de jeu qui est très franco-français encore. Et l'objectif est justement de sortir de là, puisque si tu te balades un peu dans la rue ou tu prends les transports, tu vois que des sacs Kabaya, ils commencent à en avoir vraiment beaucoup. C'est hallucinant. Mais quand je te l'ai dit d'ailleurs, quand on a commencé à préparer l'épisode, c'est que je me suis intéressé à Kabaya. Quand on m'a parlé de Kabaya, je connaissais pas la marque. J'ai commencé à faire attention dans le métro. Ouais. Et là, d'un coup, tu en vois tous les jours de femmes qui portent un sac Kabaya, c'est hallucinant. Ouais. Et là, quand tu te dis que tu ne peux plus prendre le métro sans voir un sac Kabaya, c'est qu'il y a un truc qui a été craqué. Ah bah oui, c'est clair. je te le confirme. Et aussi, quand tu regardes un peu les plus grandes marques mondiales, le chiffre d'affaires qu'elles font en France, il y en a très très peu qui font plus de 150 millions. Tu vois. 150, 200, on parle, tu vois, un Lacoste va faire plus de 200 millions, c'est une marque en plus française, mais elle fait plus de 2 milliards. Des Nike font quelques centaines de millions. On parle de très gros mastodons mondial. En France, faire plus de 100 millions, très peu de marques qui font ça. Donc on se dit, bon, à un moment, oui, on sait qu'on va pas faire, on veut aller au milliard, on sait qu'on ne fera pas le milliard en France, c'est impossible. Et on sait qu'on a une cible très large, très intemporelle, donc il faut absolument qu'on se développe à l'international. Et du coup, là, notre challenge maintenant, on est à 85% France, 15% export aujourd'hui. Dans l'export, tu fais de l'export malgré toi, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose malgré lui, c'est-à-dire tu vends en Suisse, en Belgique. Qu'on considère presque pas comme l'export, parce que c'est des habitudes qui sont très similaires. Mais par contre, l'Allemagne, là, c'est de l'export, parce que là, t'es vraiment pas du tout dans les mêmes habitudes. L'Allemagne, c'est un vrai pays à craquer, qui est très dur. Mais là, c'est un peu le pays le plus dur. Tu vends déjà un peu ? Ouais, on vend déjà. On fait 3 millions, tu vois, cette année en Allemagne. Donc c'est pas dégueu. Online B2B, online, et on ouvre la première boutique dans 15 jours, là. Parce que c'est quoi l'histoire là, de l'omnicanalité ? Donc là, le sujet et notre force aujourd'hui grâce à l'omnicanalité, c'est de se dire comment on va dupliquer notre modèle dans les différents pays européens. On va commencer par le B2B. On va aller chercher le distributeur local qui va nous distribuer dans les ventes en wholesale. Pourquoi ? Parce que pas de capex, pas de risque, et ça te permet de tester un peu ton produit dans le pays. Donc est-ce que les habitants de ce pays ont une appétence pour ton produit ? Oui, non. Donc tu as les 30-40 premières boutiques qui ouvrent en revendeur. Très vite, tu vois s'il y a du réassort ou pas. S'il y en a, ok, il y a une appétence pour le produit. Donc on va venir mettre un peu plus de temps, d'énergie et de capex en e-commerce. On va traduire le site dans la langue du pays, faire un peu d'ads dans le pays pour monter le trafic. Dès qu'on commence à avoir une petite notoriété, faire quelques millions de chiffres d'affaires dans le pays, on va commencer à prendre du risque et mettre du capex. Donc on ouvre la première boutique. Et d'ailleurs, combien il y en a en France de boutiques ? En France, il y en a 32 aujourd'hui. Qui sont répartis ? 32 en France, partout en France. Toutes les villes de tiers 1, tiers 2. Et 4 en Belgique. Aujourd'hui, on a 36, 34, 32 en France, 4 en Belgique. C'est quoi les tiers 1, tiers 2 pour parler de villes ? En nombre d'habitants. Donc tu vas avoir Paris, Lyon, Marseille, tiers 1, tu as Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Et puis après, tiers 2, tu vas descendre sur du Aix-en-Provence, Angers, Dijon, où tu as un peu moins. Donc là, tu as 32 boutiques en France. 32 boutiques en France. Qui sont des boutiques en propre. Donc tu as 30 en propre, 2 en franchise. On a testé la franchise. Et 4 en propre en Belgique. D'accord. Là, on ouvre Allemagne. Donc on a 350 revendeurs en B2B. On a un e-commerce qui fait 1,7 million à peu près cette année. Et là, on ouvre du coup maintenant la première boutique. On va en ouvrir 3 avant la fin de l'année en Allemagne, sur une zone bien définie. On attaque à fond cette zone, ensuite on duplique un peu partout en Allemagne. Et on passe aux pays suivants. Donc on a Espagne, Pays-Bas, UK, Suisse, où on a déjà mis des bonnes billes en B2B. On est en train de déployer, on est en phase 2 avec le e-commerce. Et ensuite, phase 3, tu ouvres ton retail et tu déposes ton retail. Comment tu gères la supply sur l'Inter ? Tout est centralisé depuis la France. Ouais. En Europe, tu gères tout depuis la France. Demain, le prochain challenge, donc là, on s'est fixé 3 ans pour vraiment craquer l'Europe et dupliquer le modèle français en Europe. Prochain challenge dans 3 ans, c'est aller attaquer les US. Et là, tu l'attaques avec un entrepôt déporté. Mais aujourd'hui, tout est centralisé en France. Je fais une petite parenthèse sur le UK. Ouais. Le UK, aujourd'hui, on l'attaque comment dans le contexte du Brexit, enfin le fait que voilà. Tu t'adaptes un petit peu tes PNL avec des niveaux de marge différents parce que tu vas avoir des taxes douanières un peu différentes.
Mais à part ça, il n'y a pas d'autre. Enfin, la contrainte, c'est que ton PNL va pas être le même, donc tu dois l'intégrer dans ton pricing. Il y a la monnaie aussi. Et la monnaie, mais du coup, on a un outil qui dans la supply, dans le transport, les numéros de tracking, souvent, ils se perdent dans la manche. Hein. Ouais, alors ça dépend des transporteurs que tu as, et tu bosses avec les bons transporteurs, et ça fait partie des petits problèmes du quotidien. Mais pour l'instant, on n'a pas des gros volumes là-bas, donc tu as des petits sujets, mais on n'est pas encore at scale sur le UK, donc on n'a pas de gros sujets pour l'instant. Donc, si tu dis que tu as lancé il y a 8 ans, 9 ans, ça veut dire 2015. Ouais. 15 plus 20, 35. Donc, en 2035, tu passes le milliard. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'objectif. T'es sur les rails ? On est sur les rails. Putain, on a même, bon, tu vois, on s'était dit 0-100 millions en 10 ans et après 10 ans pour faire 100 milliards. On a même une petite avance, tu vois. Putain, c'est bravo. Pour l'instant, la relation client, tu as commencé à en parler, la communauté. Ouais. Je sais pas si tu as envie d'en ajouter, mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu me parles justement du CRM, de la data, de l'IA. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, ça rentre en ligne de compte dans tout ça là ? Ouais, bien sûr. Alors, plein de trucs hyper intéressants que tu as dit. Alors, sur la communauté, nous, c'est un peu le cœur de la marque. Il y a beaucoup de marques qui font cette erreur, ou beaucoup de boîtes, je pense. Le SAV est vu un peu comme celui qui répond à où est mon colis, quoi. Nous, le SAV, c'est le cœur de la boîte. C'est presque le pôle le plus important dans la boîte, parce que c'est lui qui crée la relation client et c'est lui qui va créer ton repeat. Et aujourd'hui, le brief au début, donc on a notre responsable marketing, notre responsable service client, un petit lapsus révélateur, responsable service client qui s'appelle Gwen, qui est là depuis quasiment le début. Son brief de départ, quand on l'a embauché, c'est ton but, c'est de faire en sorte que nos clients, ils t'appellent quand ils sont en vacances pour connaître la pizzeria du coin de la rue. Ou dans quel resto inviter leur nana ce week-end, etc. C'est le service client du routard. Nos clients, c'est nos potes. C'est exactement comme ça qu'on veut les traiter. Oublie le mot client, c'est nos potes ou associés, si tu veux. On les traite comme ça. C'est eux qui nous payent les salaires à la fin du mois, c'est pas moi. Donc eux sont tout. Donc peu importe ce qu'ils te demandent, tu accèdes à leurs demandes. Et le but, c'est de faire en sorte que naturellement, à un moment, ils te prennent aussi pour leurs potes et ils te demandent des trucs qui n'ont rien à voir avec Cabaya. Et c'est en train d'arriver, ça fait 2 ans que ça arrive vraiment, où tu as des clients qui nous envoient des cartes postales de leurs vacances avec des photos de leur sac à dos. À la Saint-Valentin, on reçoit des poèmes d'amour écrits à la main. Tu as pas mal de clients qui appellent en vacances pour connaître des endroits où est-ce qu'il faut que j'aille dans telle ville, etc. Et du coup, ça, c'est un énorme succès pour nous. Enfin, c'est une vraie valeur pour nous parce que tu crées vraiment ta communauté. Et ensuite, comment tu l'animes ? Effectivement, l'IA est un truc hyper important chez nous depuis 6-8 mois, où on incite très fortement, voire même on oblige tous les pôles à se former sur l'IA et surtout à avoir des automatismes sur l'IA et à avoir ChatGPT en permanence sur son PC pour l'éduquer et pour qu'il soit de plus en plus performant. Et l'un des pôles sur lequel c'est bien évidemment le plus successful, c'est le service client, où on a réussi à optimiser de 20% notre masse salariale cette année grâce à l'IA. Optimiser, c'est-à-dire quoi ? Réduire ? C'est-à-dire qu'on avait, tu vois, on a une équipe de 8 personnes au service client aujourd'hui, donc eux, ils sont toujours là, et à côté, on outsourçait certains tickets de rang 1, assez simples, et ceux-là, on les a complètement remplacés par de l'IA. Et le taux de satisfaction est plus élevé et le coût est bien moindre. Donc, bien évidemment, on va vers... Pour ceux qui ne savent pas, le niveau 1 dans le service client, c'est quel est mon numéro de tracking, où est mon produit, comment je fais pour me faire rembourser, les questions de base. Puis après, on crante. Niveau 2, j'ai reçu un sac, la bretelle est cassée, comment je dois faire ? Et niveau 3, on est au contentieux. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, on a commencé à former un peu l'IA sur le niveau 1 parce que c'est assez facile. Et du coup, tu as un meilleur niveau de satisfaction parce que... Bien évidemment, comme on connaît l'IA aujourd'hui, c'est pas juste votre colis, où est mon colis, voilà le numéro de tracking, merci, au revoir. C'est on l'a formé à notre ton, notre état d'esprit et au fait qu'on veut que nos clients soient nos potes et leur répondent de la même manière que si c'était un de nos agents qui leur aurait répondu. Donc ça nous permet aussi de consacrer du temps à notre équipe du service client sur d'autres choses que tous les tickets de niveau 1, etc. Et d'aller beaucoup plus loin dans la relance client, dans l'accompagnement, etc.
Tu es équipé en interne de solutions particulières On est avec Zendesk sur le ticket client. Et il y a l'IA du coup qui a été plugué sur Zendesk qui marche très bien pour l'instant. Écoute, Bastien, tu sais quoi? Ça fait 1h17 qu'on enregistre. Parfait, écoute, c'est passé très vite. Tu tu m'avais dit plus d'une heure, donc on est bien. Et j'ai adoré cet échange, merci beaucoup, parce Moi que aussi. tu es véritablement livré pour nous raconter qui tu es, comment tu travailles. J'ai senti beaucoup de sincérité et de transparence dans les propos que tu nous as partagés. Merci beaucoup, bravo, parce que vraiment, c'est la première fois que je reçois une fusée comme la Kabaya. Tu peux être fier avec ton associé d'avoir créé tout ça, cette valeur, et de continuer à en créer en fait, parce que c'est ça, vous arrêtez pas de pédaler, il y a toujours cette ambition, et j'adore l'idée de se dire nos limites, nous on vise le milliard. C'est tellement en dehors de l'état d'esprit qu'on peut trouver en France souvent. Bravo pour tout. Merci aux auditeurs pour votre fidélité et les messages d'encouragement que vous ne manquez pas de me faire parvenir sur LinkedIn principalement. D'ailleurs, Bastien, si on veut te suivre, LinkedIn, c'est le bon endroit. Ouais, LinkedIn, très bien. Bastien Valenzy, je poste pas grand chose, mais voilà, tu vas poster un truc sur l'épisode qu'on vient d'enregistrer. Ouais. Merci aussi donc à Comme Explosion, au One-to-One Retail E-Commerce de Monaco et au One-to-One Expérience Client de Biarritz pour le support apporté à ces épisodes. Bastien, une dernière fois encore, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Allez, à bientôt, salut.